Grand jury d'RFM ce dimanche, Amadou Alpha Sall, administrateur général de l'Institut Pasteur de Dakar. Il est l'invité de Babacar Fall. Plusieurs questions. La lutte contre la propagation du nouveau coronavirus au Sénégal, faut-il élargir les tests? Comment se passe la collaboration avec l'IRSF, l'Institut de recherche en santé de surveillance épidémiologique et de formation? Éventuel vaccin contre le Covid-19? Où en est l'Institut Pasteur de Dakar? L'utilisation du BCG, vaccin contre la tuberculose, dans la lutte contre la pandémie actuelle, la polémique créée par le professeur Jean-Paul Mira sur LCI et la plainte des avocats du Maroc pour diffamation raciale. Quelle lecture en faire? Le Sénégal doit-il se solidariser avec le Maroc? Participez à l'émission en posant vos questions sur les réseaux sociaux avec le hashtag Grand Jury RFM. Amadou Alpha Sall, administrateur général de l'Institut Pasteur de Dakar, face à Babacar Fall, le Grand Jury, dimanche 11h05 sur RFM. Bonjour à tous, bon dimanche, bienvenue dans ce nouveau numéro du Grand Jury d'RFM. La fête nationale, hier, les 60 ans de l'indépendance du Sénégal, malheureusement célébrée dans la plus grande sobriété, avec seulement une symbolique cérémonie de levée des couleurs sur le perron du palais présidentiel à Dakar. C'est le contexte qui l'impose à tout le monde, la crise sanitaire du coronavirus. Le Sénégal a enregistré ses premiers cas de décès cette semaine et le nombre de cas continue d'augmenter. À la pointe des examens virologiques publiés tous les jours, il y a l'IPD, l'Institut Pasteur de Dakar. Il faut plutôt dire Fondation Institut Pasteur de Dakar. On va savoir pourquoi. L'administrateur général de la Fondation Institut Pasteur de Dakar, le docteur Amadou Alpha Sall, est donc notre invité. Bonjour. Bonjour, monsieur Fall. Le docteur Amadou Alpha Sall, il est virologue et titulaire d'un doctorat en santé publique de l'université Pierre et Marie Curie de Paris en France. Votre formation scientifique, vous l'avez dit, en fait, à l'Institut Pasteur de Paris. Votre parcours est intimement lié à cet institut. En fait, c'est un parcours qui est effectivement intimement lié à l'Institut Pasteur de Paris, parce que j'y ai passé mon doctorat en partie, mais aussi parce que très jeunes étudiants, j'ai eu l'occasion de travailler là-bas. Mais comme vous avez pu peut-être l'imaginer, c'était une partie dans mon cursus. Donc au cours des différents endroits où j'ai pu travailler ou faire mon éducation, j'ai eu à travailler aussi dans d'autres endroits que l'Institut Pasteur de Paris, ce qui est souvent le cas dans le cadre du métier que l'on fait, à savoir travailler dans différents laboratoires, avoir une exposition de différentes expériences en Asie, en Amérique du Sud, en Europe et dans différents pays. Aujourd'hui, à la tête de l'Institut Pasteur de Dakar, c'était prévu, c'était prévisible ça? Enfin, c'est difficile de dire que c'était prévisible. Il se trouve que j'ai travaillé pendant longtemps à l'Institut Pasteur de Dakar et donc je suis rentré là-bas il y a quelques années comme stagiaire et aujourd'hui il se trouve que c'est l'honneur et le privilège de diriger cet institut. Et la tradition au niveau de l'Institut Pasteur, c'est d'essayer justement au fil du temps de former les cadres et de leur faire accéder à toutes les responsabilités dans leur domaine d'expertise. Et c'est comme ça que je suis devenu directeur de l'Institut Pasteur de Dakar. Savait-on un jour, docteur, qu'on pouvait être surpris par un virus comme ce coronavirus apparu à la fin de l'année 2019 et qui a déjà fait plus de 50 000 morts dans le monde? En fait, ce que tous les experts s'accordaient à dire depuis plusieurs années, c'est que nous allons avoir une pandémie. Mais personne ne savait quand et pour quel type de maladie. Donc, quand on parle de surprise, bien évidemment, personne n'avait prévu que cela se présente comme ça se présente aujourd'hui. Parce que, comme vous pouvez l'imaginer, beaucoup de pays actuellement sont atteints et on voit que le niveau d'impréparation qui existe est à la hauteur de la surprise que porte ce virus. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que les pandémies, il y en a eu une qui est restée mémorable, celle de 1918, où il y a eu plus de 50 millions de morts et que tout le monde a à l'esprit. Et depuis cela, le monde s'est organisé et s'améliore au fil du temps pour justement lutter contre les épidémies. Et ces dernières années, les grandes épidémies qu'il y a eu comme Ebola ou le Zika, il y a eu quand même une dynamique mondiale avec un règlement sanitaire international qui mettait des règles pour justement pouvoir se préparer aux épidémies et pouvoir lutter. Alors, quand on dit que ça va arriver un jour, on se dit en même temps, ça va arriver d'où? Comment?
En fait, c'est toujours difficile de prévoir parce que si vous vous souvenez, il y a quelques années, on a parlé de la grippe qui venait du port au niveau du Mexique et tout le monde pensait que ça allait être une pandémie et cela ne s'est pas révélé aussi important. À l'époque, le monde était préparé en matière de vaccins et finalement, ça n'a pas été le cas. Et ça, c'est les mystères de la nature. Quand on prévoit qu'une pandémie va se passer, on sait que souvent, ça va être quelque chose qui va aller très vite. On essaye justement de s'y préparer en prenant des mesures que l'on sait sont importantes pour les épidémies. Parce qu'on sait que pour chaque épidémie, il va être important de prendre en charge des malades, il va être important de les identifier, il va être important de tracer du point de vue épidémiologique, il va être important de faire de la communication. Et ça, c'est les piliers de la préparation et qui, quand une épidémie arrive, il y a justement tout ce processus qui se déclenche. Et donc, c'est comme au niveau des militaires où il faut s'entraîner beaucoup pour être prêt à le moment. Et c'est un peu ce que le monde a fait en préparant, peut-être de manière insuffisante. L'Institut Pasteur de Dakar que vous dirigez en centre de recherche biomédical qui est présent dans la capitale sénégalaise depuis, et ça fait bientôt 125 ans, depuis 1896. Une longue histoire. Absolument, une très longue histoire et une histoire jalonnée, je suis très fier de le dire, de succès pour le Sénégal et de succès pour l'Afrique. L'Institut Pasteur, effectivement, a commencé ici en 1896, d'abord à Saint-Louis, puis a été transféré à Dakar. Et c'est un institut qui a la philosophie de toujours se mettre au service du public. Dans le passé, par exemple, pour vous donner quelques exemples de choses importantes qui ont été faites, le premier virus humain au monde a été isolé à l'Institut Pasteur. Il s'agit du virus de la fièvre jaune. Et il a été isolé ici et pendant 10 années, en collaboration avec d'autres équipes, cela a permis, par exemple, de faire un premier vaccin contre la fièvre jaune. Et c'est un vaccin qui a permis de sauver des milliers, voire des millions de vies humaines. Aussi très important, l'Institut Pasteur a toujours évolué dans le but de se focaliser sur les priorités locales. Et de ce point de vue-là, vous verrez que le travail a beaucoup porté sur le paludisme, a beaucoup porté sur des maladies diarrhéiques, a beaucoup porté sur un certain nombre de pathologies et dans des disciplines qui intéressent nos pays de la médecine tropicale. Parce que c'est ça la vocation des Instituts Pasteur. Vous allez carrément réfuter alors cette étiquette de chercheurs sénégalais qui trouvent rien. Ah, complètement, ça je le refuse complètement parce que s'il y a des chercheurs sénégalais qui trouvent des choses, l'Institut Pasteur est très fier d'en abriter. Je vais juste vous donner un exemple. Si l'année dernière, sur l'ensemble des Instituts Pasteur qui couvrent 26 pays dans le monde, le meilleur jeune chercheur était un Sénégalais. Donc ça veut dire que c'est des chercheurs qui trouvent et que c'est des chercheurs qui font beaucoup de choses intéressantes. Mais si vous me permettez peut-être d'expliquer un peu plus la vocation de l'Institut Pasteur. Aujourd'hui, c'est une fondation sénégalaise et cette fondation sénégalaise est une fondation à but non lucratif et d'utilité publique. Et c'est très important que je vous explique le détail de ça. Quand on dit que c'est une fondation sénégalaise, c'est qu'aujourd'hui, l'Institut Pasteur, l'État du Sénégal est un membre fondateur et représenté par 3 ministères. Le président du conseil d'administration est un Sénégalais, un très grand Sénégalais qui a occupé cette fonction au niveau international. Et il est dans ce conseil d'administration, représente le personnel. Et aujourd'hui, au niveau de l'Institut Pasteur, il y a plus de 350 fils du Sénégal et filles qui travaillent ici et de ce point de vue-là, qui apportent leur concours au pays. Deuxième point qui me paraît important, je vous disais que c'est une fondation à but non lucratif. Ça veut dire que l'objectif de cette institution n'est pas de faire de l'argent, mais plutôt que chaque bénéfice accumulé doit être injecté dans l'activité. Pour vous donner un exemple, lorsque aujourd'hui quelqu'un vient faire une analyse à l'Institut Pasteur, si cette analyse produit du bénéfice, ce bénéfice est injecté dans des actions de santé publique comme les épidémies. Et lors des épidémies, justement, toutes les actions de santé publique qui sont faites, les prestations de l'Institut Pasteur sont gratuites. On va revenir sur ces statuts de la Fondation Institut Pasteur. Vous dites à but non lucratif, une grosse question derrière que j'imagine que vous imaginez déjà. Mais sur toujours ces statuts de la Fondation Institut Pasteur, vous dites que l'État sénégalais est actionnaire. Mais dites-nous, l'Institut Pasteur, il est sénégalais ou il est français?
L'Institut Pasteur est complètement sénégalais. Il est de droit sénégalais. L'État du Sénégal est un membre fondateur. Et aujourd'hui, c'est une entité qui juridiquement est autonome et une entité sénégalaise. Il n'y a aucune discussion là-dessus et c'est totalement clair. Et quand on est d'utilité publique, c'est que vraiment un certain nombre de missions, et toutes ces missions sont dirigées pour servir le public sénégalais et pour servir les intérêts du pays du Sénégal. Mais au-delà du Sénégal, l'Institut Pasteur a justement cette vocation aussi purement africaine, puisque nous intervenons au cours des 15 dernières années, on a couvert près de 45 pays sur les 54 en Afrique, soit pour de la formation, soit pour de la recherche, soit pour aider dans les épidémies. Et c'est cette vocation qui fait que, justement, nous sommes un institut sénégalais et panafricain dans sa mission et dans le travail qui sont faits. L'Institut Pasteur a eu à aider beaucoup de pays de la sous-région. Récemment, vous avez tenu une session de formation à l'endroit de chercheurs de plusieurs pays voisins du Sénégal, d'ailleurs, d'Afrique de l'Ouest précisément, surtout à l'échelle du continent. Effectivement, c'est-à-dire que lorsque l'épidémie de coronavirus a commencé, il n'y avait que 2 pays en Afrique qui avaient les capacités, c'était l'Institut Pasteur de Dakar au Sénégal et un institut en Afrique du Sud qu'on appelle le NICD. Et justement, l'Union africaine à travers l'Africa CDC, l'OMS Afro et l'Organisation ouest-africaine de la santé, connaissant l'expertise de l'Institut Pasteur dans ce domaine, a demandé à ce que ces laboratoires soient formés. Donc on a formé 25 des laboratoires venant de 25 pays et certains pays, l'Institut Pasteur a dû dépêcher des experts puisqu'ils ne pouvaient pas venir. Et ça, c'est aussi un volet important de la vocation de l'Institut Pasteur, qui est le volet de la formation. Au jour d'aujourd'hui, comme je vous disais, lorsque l'Institut Pasteur a un bénéfice dans une activité comme la vente de vaccins ou les analyses, il donne des bourses à des étudiants sénégalais ou étrangers qui permettent justement de les former. Au jour d'aujourd'hui, chaque année, on reçoit entre 50 et 100 étudiants depuis le doctorat jusqu'au carrière technicien qui, lorsqu'ils sont formés, vont grossir le rang des professionnels dans tous les labos du Sénégal. Et depuis que l'Institut Pasteur existe, si vous regardez la liste, vous verrez que de très grands professeurs de ce pays ou de l'Afrique ont été formés à un moment là-bas dans le domaine de la microbiologie, qui est une de nos spécialités. Pourquoi ce changement d'appellation depuis 2009 du nom d'Institut Pasteur à Fondation Institut Pasteur? Parce qu'en 2009, en fait, il s'est passé une évolution majeure qui a été que on a transformé l'institut qui existait en une fondation. Et cette fondation, il y avait l'État qui est membre fondateur, et avec l'Institut Pasteur de Paris qui justement travaillait avec l'Institut Pasteur avant cette période exclusivement. Et c'est un changement majeur parce que c'est là où on a eu un conseil d'administration dans lequel 2 fois par an, les orientations sont présentées dans le détail à 3 membres du gouvernement qui sont présents, parce que le gouvernement est représenté par le ministère de la Santé, qui est notre ministère de tutelle, le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation et le ministère des Finances. Et cet objectif, c'est vraiment d'orienter dans le sens des intérêts du Sénégal et de la sous-région et la mission de l'Institut Pasteur dans cela. Fondation à but non lucratif, et on apprend, vrai ou faux, que pour ces tests virologiques que le gouvernement commande auprès de l'Institut Pasteur, que c'est payé 50 000 unités. Là, il y a un point très clair qu'il faut éclaircir. Au jour d'aujourd'hui, quand des tests sont faits au niveau de l'Institut Pasteur, ils sont totalement gratuits au niveau de tout ce qui est santé publique. Tous les tests sont gratuits. Maintenant, c'est des tests qui ont un coût et l'Institut Pasteur s'organise avec le gouvernement et des bailleurs pour justement financer cette activité. Mais cette activité n'est pas faite pour gagner du bénéfice, il est fait à un prix coûtant. Et donc, lorsque vous entendez 50 000 francs, c'est pas que l'Institut Pasteur les facture 50 000 francs, ça coûte 50 000 francs à l'Institut Pasteur en termes de réactifs, en termes de personnel, en termes de temps, etc. Et ce qui est très important, puisque vous parlez à but non lucratif, le but non lucratif fait référence à notre modèle économique. Et pour vous donner un exemple, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui quand vous allez dans un laboratoire d'analyse? Vous payez et les bénéfices de cet acte et de ce service sont reversés à des actionnaires parce qu'ils ont investi pour créer cette société. À l'Institut Pasteur, c'est totalement l'inverse. Il n'y a pas d'actionnaires.
c'est les membres fondateurs et les statuts font que tout cet argent est réinjecté dans l'activité. Alors comment ça se passe? C'est que si aujourd'hui, dans le cadre de la vente de vaccins, qui est une activité importante qu'on fait, parce que juste pour la petite histoire, nous sommes aujourd'hui le seul producteur de vaccins préqualifiés en Afrique. Donc lorsqu'on vend du vaccin, ou lorsque dans le cadre de nos activités de service, on génère un bénéfice, l'ensemble de ces bénéfices vont aider à faire de la santé publique, donc faire de la surveillance par exemple, et vont aussi permettre à payer de la formation, parce que justement ces activités consomment de l'argent mais n'en produisent pas tant que ça. Et donc c'est ça le fait que c'est à but non lucratif. Tout argent qui est généré ne va pas chez des actionnaires mais retourne dans l'activité pour faire des activités de santé publique. Si vous prenez par exemple aujourd'hui dans le domaine de la surveillance, avec le ministère de la Santé, nous surveillons l'ensemble du territoire du Sénégal pour un certain nombre de maladies importantes comme les infections respiratoires, les diarrhées, etc. Et à partir de cette activité-là, qui est complètement financée soit par les activités bénéficiaires de l'Institut Pasteur, soit par des levées de fonds, ça fait qu'au niveau des populations, c'est totalement gratuit. Quand vous dites que vous avez reversé beaucoup d'argent que vous avez pu amasser à travers vos activités, que vous avez reversé dans les politiques de santé publique de l'État sénégalais, c'est estimé à quelle hauteur depuis que vous commencez à le faire? Ça dépend des années. Comme je vous disais, chaque année en fonction de la situation épidémiologique. Je vais vous donner deux exemples. Quand il y a une épidémie de dengue ou qu'on déplace un certain nombre d'activités sur le terrain et qu'on fait travailler un certain nombre de personnes et qu'on fait un certain nombre d'analyses, tout ça est gratuit pour les populations et quand on le chiffre, ça peut monter jusqu'à 80 millions pour une petite épidémie comme cela. Quand vous prenez la surveillance, c'est un programme qui coûte à peu près chaque année 200 à 220 000 $. Et donc, ce type d'activité, l'Institut Pasteur a soit des ressources propres parce qu'il les a générées, soit il va lever des fonds pour pouvoir compléter cela. Et dans cette partie-là, c'est un travail qui se fait en collaboration, puisqu'on travaille avec le ministère de la Santé, qui, à travers son personnel, travaille à cette activité. Et c'est un peu ce travail qui permet de protéger et d'avoir une veille pour les maladies et de permettre justement que la santé des populations puisse être protégée. Chaque année, à travers de ce système qui est une surveillance électronique et qui est une surveillance aussi qui envoie des échantillons à l'Institut Pasteur de Dakar, ça permet de détecter toute épidémie dans l'ordre de la semaine. Et donc ça, c'est des activités de santé publique qui sont importantes. Le ministère de la Santé a sollicité dans ses opérations de dépistage du coronavirus, il a sollicité également les services de l'IRSF, l'Institut de recherche en santé, de surveillance épidémiologique et de formation, l'IRSF du professeur Souleymane Mboup, de la concurrence donc pour l'Institut Pasteur qui se prévaut depuis plusieurs années du statut de laboratoire habilité à faire ce genre de travail. Vous n'avez plus l'exclusivité alors? Alors, je pense qu'il y a deux termes qu'il faut peut-être corriger dans votre propos. Le premier, c'est la notion de concurrence. Nous sommes dans un monde où, justement, nous sollicitons beaucoup la collaboration. Et tout le travail qui est fait est un travail qui se fait souvent en collaboration, chacun dans sa spécialité. La deuxième chose, c'est que nous n'avons pas une exclusivité. Et il est important de vous expliquer cela. La santé publique, en termes de laboratoire, est organisée autour de centres de référence, et c'est des centres d'expertise. L'Institut Pasteur de Dakar a un centre d'expertise depuis 1974 sur les infections respiratoires. Et donc ça veut dire que au quotidien, nos chercheurs travaillent sur ces infections respiratoires, si c'est des virus ou des bactéries. Et donc, compte tenu de ce travail qui est fait régulièrement d'anticipation, de recherche, de formation, de santé publique, l'OMS et les organismes qui justement estiment régulièrement où sont les compétences dans ce domaine pour donner de la fiabilité au virus, créent ces centres de référence. Et donc au Sénégal, il y a des centres de référence dans d'autres domaines pour d'autres pays. Donc c'est dans ce cadre-là que l'Institut Pasteur est le centre de référence, non seulement pour le Sénégal, mais pour l'Afrique. Pour vous, le seul au Sénégal? Actuellement, pour les infections respiratoires, l'OMS a nommé que... Vous estimez les autres comme l'IRSF? Il ne s'agit pas de sous-estimer, il s'agit de parler de faits.
Les faits disent que il y a un centre qui a été nommé par l'OMS, qui est l'Institut Pasteur de Dakar. Ça ne veut pas dire que les autres sont sous-estimés ou surestimés. Ce que ça veut dire, c'est que chacun a la place qui lui a été donnée dans le dispositif. Aujourd'hui, d'autres instituts sont nommés pour le VIH. Ça ne veut pas dire que l'Institut Pasteur est sous-estimé parce qu'il n'est pas un centre pour le VIH. D'autres instituts sont nommés pour la tuberculose. C'est juste un reflet de l'expertise. Ça veut dire quoi? Que si d'autres comme l'IRSF effectuent des prélèvements, des examens virologiques, cet examen-là, il n'est pas fiable? Je ne dirais pas cela. Ce que ça veut dire, c'est que le gouvernement, dans une dynamique d'approche concertée et collective, a décidé de mettre en place une dynamique qui permet justement d'avoir une lutte qui implique la plupart des acteurs qui peuvent contribuer. Et donc c'est dans ce cadre-là, je pense qu'ils ont intégré l'IRSF dans le dispositif. Et cela est quelque chose qu'il faut toujours saluer, puisque tous les Sénégalais, justement, doivent travailler dans le sens, justement, de lutter contre ce coronavirus. Combien d'examens virologiques ont été effectués depuis l'apparition de la maladie au Sénégal? Au jour d'aujourd'hui, nous sommes à plus de 2113 tests qui ont été faits ici, et ça concernait des patients, soit qui étaient déjà hospitalisés, soit il s'agissait justement de cas suspects, c'est-à-dire des gens qui présentaient les symptômes et pour lesquels on avait une suspicion. Ce sont les chiffres de l'Institut Pasteur. Ça, c'est les chiffres de l'Institut Pasteur dans ce domaine. Très précisément, par exemple, depuis le début, si on cumule tout, on a 2113 échantillons. Et donc, justement, ça correspond à des cas suspects, comme je vous disais, qui sont testés, ou ça correspond à des gens qui sont, qu'on appelle des contacts, qui ont été exposés, qui ne sont pas malades, ils sont considérés à haut risque et on les teste. Et aussi, il y a justement des cas qui sont malades et qui sont suivis pour permettre de voir s'ils sont guéris et de les libérer. Quelles sont les capacités du Sénégal aujourd'hui en termes de dépistage? Alors les capacités que je peux dire sont celles de l'Institut Pasteur. L'Institut Pasteur s'est organisé pour justement aujourd'hui tester jusqu'à 500 tests par jour et on est en train de mobiliser des capacités supplémentaires pour aller à 1000 tests par jour au moins. Et donc c'est aujourd'hui la capacité que je connais pour l'Institut Pasteur, mais justement dans ce dispositif concerté, l'objectif... Avec les dernières technologies en la matière? Avec les toutes dernières technologies, aujourd'hui, justement, il y a toute une série de capacités qui arrivent régulièrement et ces capacités ont pour objectif, justement, de s'adapter à cette épidémie. Parce que on finit par l'ignorer, mais il y a 3 mois, un peu plus de 3 mois, on ne parlait pas du tout du coronavirus. Donc aujourd'hui, il y a des tests qui sont de plus en plus sophistiqués qui arrivent et donc ici, on utilise les tests, en tout cas au niveau de l'Institut Pasteur, qui sont les meilleurs actuellement et qui ont été validés dans le monde comme ceux qui sont reconnus. Et curiosité, comment se fait le test après prélèvement? Alors le test se fait une fois que le prélèvement fait, il arrive et donc il est réceptionné. Et la première étape quand on fait le test, c'est justement d'inactiver le virus. Ça veut dire on le rend non infectieux de manière à éviter de contaminer les gens qui le font. Après, pour cette étape, c'est une étape qui est un peu sensible. Il faut des laboratoires ou il faut des conditions qui permettent de protéger. Une fois que cela est fait, on fait un processus dans lequel on va détecter le matériel génétique du virus par un processus qui va d'abord extraire ce matériel génétique, ensuite l'amplifier, et c'est comme ça qu'on va voir s'il est présent ou il n'est pas présent. Une fois que ça c'est fait et qu'on peut dire qu'une personne est positive, il y a d'autres techniques qui vont permettre de caractériser le virus, c'est ce qu'on appelle par exemple le séquençage. Ça prend combien de temps pour faire le test ? En fait, le test actuellement prend entre 1 heure et 2 heures, mais il faut savoir qu'un test au laboratoire, il faut des fois le répéter. Il faut, quand il est positif, le confirmer. Et donc, ça prend, on va dire, entre 1 heure et 3 heures pour être large. Et ces fameux kits offerts par la Chine un peu partout dans le monde, le Sénégal en aurait reçu, ces kits venus de Chine qui permettent d'aller plus vite quand on fait un test virologique, fiable ou pas à vos yeux? Alors, le test qui a été donné est arrivé très récemment au Sénégal, comme vous le savez, et au jour d'aujourd'hui, tous les tests qui rentrent au Sénégal et qui sont utilisés dans le Covid sont évalués par rapport aux références qui existent, qui sont les tests qui sont recommandés. Et de ce point de vue-là, c'est pour ça que l'Institut Pasteur de Dakar a reçu quelques-uns de ces kits pour pouvoir l'évaluer, et l'évaluation est en cours.
Le docteur Amadou Al-Fassal, l'administrateur général de la Fondation Institut Pasteur de Dakar, l'invité du grand jury ce dimanche. Vous avez été coopté dans la task force mise en place par le président de la République dans le cadre de la riposte contre le nouveau coronavirus Covid-19. Comment ça marche? Comment ça fonctionne dans cette task force? Alors, cette task force, il faut saluer 3 choses dans cette task force. Le premier, c'est qu'il y a vraiment une dynamique d'équipe, une dynamique d'intelligence collective où on est face à un phénomène où il faut qu'il y ait des biologistes, il faut des spécialistes de la sécurité, il faut vraiment une approche multisectorielle et multidisciplinaire. Et donc, ça, c'est la première caractéristique de la task force, ce travail d'équipe, qui est quelque chose qui a été demandé par le ministère de la Santé, et justement que tous les acteurs jouent, est un premier élément important dans cette façon de faire. Le deuxième élément, c'est que à tout moment dans cette task force, l'idée est vraiment de privilégier l'expertise scientifique avant de prendre des décisions. Donc toute la réflexion stratégique est basée sur des évidences scientifiques ou des réflexions que les différents experts dans le domaine de la prise en charge, dans le domaine de la détection apportent, et cette démarche scientifique est quelque chose d'extrêmement important. Et troisième élément qui est quelque chose d'important, il y a une évaluation régulière de l'approche. Il y a quelques jours, on a eu une évaluation pour voir où est-ce qu'on en était, parce que cela permet d'adapter les stratégies. Globalement, en termes de structure, il y a le Comité national de gestion des épidémies qui gère toute la réflexion stratégique et donc qui est présidé par la directrice générale de la santé. Et que ce comité a cette réflexion stratégique qui, dans un deuxième temps, est repris en charge par un comité opérationnel qui est le centre des opérations d'urgence sanitaire, dans lequel les différents acteurs travaillent au niveau opérationnel pour identifier les cas, organiser leur isolement, leur prise en charge et leur appui psychosocial. Quand on est scientifique dans des organisations comme celle-là, on en perd sa liberté Pas du tout, au contraire, je pense que les discussions que nous avons sont très démocratiques, très ouvertes. Elles sont plus basées sur un échange d'expériences pour apporter les meilleures solutions. Dans des situations comme celles qu'on connaît dans les épidémies, toute la dynamique va consister à justement faire les meilleurs choix possibles compte tenu de la situation à laquelle on fait face. Et ces choix, il faut le faire dans un contexte qui est dynamique et donc avoir une certaine agilité et flexibilité. Et donc, il n'y a pas du tout de liberté qui soit aliénée. Bien au contraire, il y a toute une ouverture. Et comme vous l'avez vu, il y a tout un travail de transparence pour régulièrement informer sur les choix qu'on fait et l'adaptation qu'il y a lieu. Les premiers décès, la propagation qui se poursuit, timidement ou pas, mais la question que je souhaiterais vous poser, c'est est-ce qu'aujourd'hui, dans cette task force, et de façon beaucoup plus globale, la situation elle est maîtrisée? Aujourd'hui, en fait, la situation, d'abord, avant d'aller plus loin sur cette question, vous me permettrez juste de saluer la mémoire de M. Pape Diouf qui est décédé du coronavirus 19 et de présenter mes condoléances à la famille, à tout le peuple sénégalais, mais aussi de vraiment présenter les condoléances pour le grand Sénégalais aussi qui était M. Golbert Diagne, qui nous a quittés récemment. Et pour revenir à votre question par rapport à est-ce que la situation est maîtrisée, au jour d'aujourd'hui, la stratégie qui a été mise en place pour ce virus, qui est extrêmement contagieux et qui diffuse, est de l'identifier le plus tôt possible. Et une fois qu'il est identifié, d'essayer de rompre à tout prix la chaîne de transmission pour éviter que le virus diffuse. Et pour ça, la stratégie qui a été mise en place est la suivante. C'est que dès qu'une personne présente des signes, et donc c'est dans ce cadre-là qu'il est le plus infectieux, il y a très rapidement la nécessité de le détecter, de confirmer et de l'isoler dans un environnement qui évite qu'il transmette. Et tous les gens qui ont été en contact avec cette personne et ceux qui sont à risque très élevé sont en général testés pour justement limiter cette chaîne de transmission. Une fois que la personne est isolée de cet environnement, on considère la chaîne de transmission doit être suivie et tous ces contacts sont suivis pendant 14 jours. Et s'ils ne présentent pas de signes, on sait que cette chaîne ne pose plus de problème.
Et donc ça, c'est une façon justement de maîtriser ça. Quand il y a eu les cas de Touba, vous avez vu qu'il y a eu des chiffres très importants parce qu'ils correspondaient à une famille qui a été confinée. Et la stratégie a été de le confiner. Il y a eu toute une stratégie qui a été mise en place pour limiter la diffusion avec l'interdiction des rassemblements, pour éviter aussi que... C'est pour ça que les écoles ont été fermées, les mouvements ont été limités. Et à partir de ça, il y a eu un grand travail qui a été fait pour justement faire ce qu'on appelle la distance sociale. En plus, on a essayé de limiter l'entrée du virus avec une fermeture des frontières et toute une démarche par rapport aux cas qui nous venaient de l'étranger. Avec ces stratégies-là et toutes les stratégies qui sont mises en place d'hygiène, de lavage des mains, d'éviter justement que les uns et les autres s'infectent, on est arrivé à une situation aujourd'hui où le Sénégal a été largement dépassé par des pays qui ont eu des cas bien plus tard. Et donc ces mesures agressives dans un premier temps pour justement limiter les choses nous doivent aujourd'hui cette évolution qu'on a, qui même si certains chiffres peuvent paraître importants, sont des chiffres relativement maîtrisés pour l'instant par rapport à des cas qui sont clairement identifiés, qui sont en train d'être suivis et qui permettent justement d'éviter qu'on ait une flambée. On espère que cette stratégie sera productive. Le résultat qu'on voit à Touba aujourd'hui où il n'y a pas de nouveaux cas nous laisse optimistes par rapport à la suite, mais c'est un combat qu'il faut mener tous les jours ensemble et avec tous les Sénégalais. Et de ce point de vue-là, j'aimerais juste insister sur l'importance que la communauté s'engage en respectant justement toutes ces mesures qui sont faites pour les protéger et en faisant un engagement qui va permettre de lutter contre cette épidémie. Il y a ces avis d'experts qui estiment qu'on doit procéder à des tests massifs, généralisés donc. Et vous dites non. Pourquoi ? En fait, ce que je dis, c'est qu'au stade où nous sommes aujourd'hui, ce n'est pas raisonnable de faire un test, un dépistage massif. La raison est la suivante. Au jour d'aujourd'hui, on sait que les gens qui transmettent le plus sont les gens qui ont des symptômes. Et dans notre stratégie, ces gens-là sont très vite identifiés, testés et isolés. La deuxième raison pour laquelle il faut comprendre que faire un dépistage massif, c'est qu'elle implique qu'on ait beaucoup de moyens. Au jour d'aujourd'hui, si on voulait tester tous les habitants de Dakar, il faut tester 3,5 millions de personnes environ. C'est du point de vue des tests, de la logistique, de l'organisation. Pas les moyens. C'est que nous avons au jour d'aujourd'hui pas les capacités de faire ça, et le bénéfice est quelque chose dont on peut se poser la question. En même temps, en tant qu'Institut Pasteur, vous ne souhaitez pas une possible banalisation du dépistage ? Le problème n'est pas de banaliser le dépistage. L'Institut Pasteur a un seul objectif, c'est que cette maladie quitte le Sénégal le plus rapidement possible. Et comme on a eu à le démontrer depuis le début de cette épidémie, on est dans tous les combats qui permettent de faire ça. Nous travaillons sur les tests, nous travaillons à identifier les contacts, nous travaillons à suivre des malades. Et de ce point de vue-là, le but pour nous n'est pas de faire des tests, parce qu'il y a beaucoup d'opportunités justement pour lutter contre cette maladie et d'autres maladies. Et donc, il faut vraiment être clair là-dessus. L'objectif de l'Institut Pasteur, c'est que cette épidémie soit justement jugulée et que nous soyons dans une position à ce que le Sénégal revienne à une vie normale. Le fait de faire un dépistage massif pourrait, si on atteignait certaines limites ou certains moyens, se faire. Donc l'idée n'est vraiment pas soit d'essayer de limiter les tests, mais d'avoir une approche qui est scientifique, qui correspond à une stratégie et avoir une capacité d'adaptation. Au jour d'aujourd'hui, la stratégie qui a été mise en place, qui n'est pas une stratégie de l'Institut Pasteur, mais une stratégie, tout un dispositif que je vous ai décrit, montre que la démarche est dans le sens de ce qu'il faut faire. Maintenant, à nouvelle situation, nouvelle adaptation, il ne faut exclure aucune possibilité. Et c'est pour ça que l'Institut Pasteur travaille à mettre en place des tests rapides, à étudier, parce qu'aujourd'hui, il y a très peu d'outils qui existent, qui permettent de faire ce dépistage de masse, en tout cas dans les conditions où c'est accessible. Un certain nombre de pays, avec certains outils, l'ont essayé, je pense à l'Espagne, et qui ont très très vite réalisé que les outils n'étaient pas adaptés et qui n'ont pas marché. Et donc de ce point de vue-là, c'est pour ça que ça demande une organisation et avoir une stratégie claire. Et ce que je dis, c'est qu'en l'état actuel, compte tenu des capacités qui existent au Sénégal, compte tenu de ce qu'on sait de cette maladie, la stratégie qui est là existe et elle est bonne. C'est ce que je dis. Vous ajoutez toutefois que rien n'est à exclure
même pas le confinement total et ses conséquences sociales extrêmement dures? Au jour d'aujourd'hui, c'est ce que je vous disais, vous avez bien vu que le choix n'a pas été fait de faire un confinement total. Il faut bien savoir de quoi on parle quand on parle de confinement total. Dans les pays aujourd'hui où il y a un confinement total, vous ne pouvez sortir que 30 ou 40 minutes par semaine pour aller acheter quelque chose et revenir. Dans certains pays, les règles sont plus strictes. Vous risquez des amendes, vous risquez la prison, etc. Et donc, vous pouvez être amené à rester pendant des semaines chez vous avec quelque chose d'extrêmement contraignant. Et l'idée, aujourd'hui, et la stratégie qui a été adoptée ici au Sénégal, est de mettre des mesures qui permettent de lutter contre cette épidémie sans aller, pour l'instant, justement en confinement total. Parce que la situation actuellement et le contexte du Sénégal ne justifie pas cela. C'est pour ça que les autorités qui sont en charge de cette question ne l'ont pas recommandé, parce qu'aujourd'hui, la situation ne serait pas forcément facile de confiner tout le Sénégal avec un certain nombre de conséquences. Ce discours-là, dans d'autres pays, ça s'est tenu. Et par des scientifiques comme vous, quelques jours plus tard, les nombres de cas et de morts ont explosé. Ne faut-il pas être prévenant, prévoyant? Je pense que nous avons fait la démonstration que nous sommes prévoyants et que nous avons anticipé. Quand le Sénégal faisait le choix de fermer les écoles, faisait le choix d'arrêter tous les rassemblements, certains se sont dit qu'on est un peu excessif parce qu'il y avait très peu de cas. Il y a des pays qui aujourd'hui ont complètement maîtrisé l'épidémie et n'ont pas fait de confinement total. Ce que j'essaie de vous dire par là, il ne s'agit pas de prendre une déclaration à un moment et de dire que ça a marché ici ou ça n'a pas marché ici. Il s'agit en permanence d'analyser les faits, d'analyser les chiffres et de voir la meilleure stratégie. Si aujourd'hui on nous dit qu'on a 100 cas et que ces 100 cas sont dans une maison, dans une zone, ce n'est pas la même approche quand on dit on a 100 cas qui sont dans 10 régions au Sénégal. L'approche est différente. Et donc c'est pour ça qu'il faut faire ce travail permanent. Et c'est pour ça que je vous disais, dans le cadre du groupe de travail qui est fait, on analyse les choses et on met en place des stratégies pour répondre, mais on garde ce cap d'avoir une stratégie qui marche. Et ce qui est important de savoir, c'est que l'expérience des autres pays est très importante. Mais faire du copier-coller de ce qui se passe dans un pays et l'amener au Sénégal, c'est pas la bonne démarche, parce que les réalités sont différentes. On ne se retrouve pas à un moment, on ne sait pas à quelle théorie se vouer. Je peux donner l'exemple du port de masque, qui était à la limite jugé inutile par certains experts, certains spécialistes dans plusieurs pays, et ce sont ces mêmes spécialistes qui reviennent aujourd'hui, depuis quelques heures d'ailleurs, pour dire que le port de masque, il faut le généraliser. Alors, dans le port du masque, il faut savoir qu'il faut être clair. Quand une personne est symptomatique, c'est quelque chose qui contribue à arrêter et limiter la diffusion. Mettre le port du masque, c'est quelque chose qu'il faut recommander. Et aussi, ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'à lui tout seul, il ne suffit pas. Il faut y joindre toutes les autres mesures. La stratégie qui est faite en général, c'est de faire un certain nombre de mesures qui, en s'additionnant, vont permettre globalement de juguler l'épidémie. Et donc, au jour d'aujourd'hui, le débat qu'il peut avoir sur le port du masque, c'est est-ce qu'il faut le généraliser à la communauté? Est-ce que ça suffit tout seul? Est-ce que scientifiquement, on a des évidences? Quand vous regardez ce qui se passe dans le monde, il y a des endroits où ça a produit des évidences claires que ça a permis de faire les choses, mais qui a permis de juguler les épidémies. Dans d'autres endroits, l'effet paraît moins évident. Et donc, c'est ce débat-là qui est fait, mais qui est un débat qui est sain. Parce qu'à partir de ça, chaque pays, en fonction de ce contexte, pourra trouver ça. Aujourd'hui, le Sénégal, à travers ses autorités, a recommandé qu'il y ait un port de masque. Cela ne peut être qu'une mesure additionnelle et importante dans cette lutte où justement il y a d'autres mesures qui concernent l'hygiène, qui concernent la distance sociale, qui concernent le fait aussi de réduire justement les regroupements. Et c'est l'ensemble de ces mesures avec un dispositif qui détecte, qui isole, qui prend en charge, qui permettra dans la durée, je pense, de juguler cette épidémie. On va davantage assister à une accentuation de la pénurie de masques dans le monde de toute façon, et ça provoque justement dans un pays comme le Sénégal la fabrication à l'emporte-pièce de masques et par des tailleurs, et loin des
des recommandations en termes de normalisation? Bien évidemment, d'abord il faut saluer l'élan qui existe au niveau du Sénégal et que chacun veille dans le cadre de ses compétences appuyer. Et je voudrais vraiment, de ce point de vue-là, à travers votre émission, saluer la solidarité, l'engagement de tous les Sénégalais, quel que soit leur domaine. Et moi, j'interprète justement cet élan comme une volonté de contribuer à la lutte et justement de permettre ensemble de juguler cette épidémie comme il a été demandé que chacun apporte sa pierre. Maintenant, par rapport à votre question des normes, cela est quelque chose que les experts pour la construction de genre de masse peuvent normaliser. J'ai assisté à une réunion où il y avait une réflexion et une discussion pour comment organiser cette énergie de manière à canaliser justement cet engouement vers quelque chose qui permet de rendre des services. Mais moi, je vois ça comme une capacité d'innovation en interne, mais aussi une volonté, un élan de solidarité nationale que je trouve salutaire. Maintenant, charge aux gens qui sont experts dans la fabrication de masques de s'assurer que cela est fait dans des conditions qui permettent d'atteindre l'objectif visé. L'une des vocations de l'Institut Pasteur de Dakar, je rappelle que vous dirigez Dr Amadou Alpha Sall, l'une des vocations de l'Institut Pasteur de Dakar est de fabriquer des vaccins. Sur le nouveau coronavirus, envisagez-vous ou avez-vous déjà commencé des recherches sur un possible vaccin? Alors, un point très important, c'est que l'Institut Pasteur de Dakar produit un vaccin qui est le vaccin contre la fièvre jaune. Et il faut savoir que c'est un vaccin qui est en pénurie dans le monde. Et donc, nous sommes 4 pays. Et actuellement, l'Institut Pasteur de Dakar avait fait un grand projet au niveau de Diamniadio justement pour augmenter cette capacité. Parce que la vision en matière de vaccins, c'est d'être autonome dans notre pays et de prendre en charge non seulement les vaccins épidémiques, mais aussi les autres vaccins pour protéger notre population. Au jour d'aujourd'hui, en tant que producteur de vaccins, nous suivons toutes les initiatives qui se passent autour d'un vaccin contre le Covid-19. Pourquoi nous faisons cela? Parce que aujourd'hui, s'il existe un vaccin, il n'existe pas encore, il y a des candidats vaccins, il y a des recherches qui sont faites pour que ces vaccins soient accessibles. Il faut se mettre dans une position que ces vaccins puissent être produits en Afrique. Étant le seul qui soit accrédité par l'OMS, cela peut être important de manière à rendre ce vaccin accessible aux Sénégalais et en Afrique, de savoir dans quelles conditions ce vaccin peut être produit ici. Et donc, c'est à ça que nous consacrons une partie de notre activité, à travailler avec toutes ces différentes personnes qui travaillent dans ce secteur. Sur le continent africain, existe-t-il d'autres pays capables de produire un vaccin anti-Covid-19? Sur le Covid-19, vous n'avez pas vraiment dit si vous pensez à y travailler là. Ce que je vous ai dit, c'est que nous sommes actuellement en train de discuter avec le monde des producteurs autour de cette thématique pour que si ce vaccin arrive, que l'on puisse le produire ici et que l'on puisse le mettre à disposition. Nous ne faisons pas de recherche actuellement sur le vaccin contre le coronavirus, mais en tant que producteur, comme je vous disais, c'est important de rendre cela accessible. Et c'est ça actuellement. Pourquoi vous ne faites pas de recherche sur un vaccin contre le Covid-19? Parce que en fait, dans un contexte comme le nôtre, nous avons fait le choix de faire un travail sur la recherche en matière de diagnostic, mais aussi de comprendre comment la maladie travaille. Maintenant, toutes ces informations... On sait aussi que ça coûte cher, les recherches. Les recherches coûtent cher, ça c'est vrai, mais aussi, que ce soit dans le diagnostic ou que ce soit pour mieux comprendre la maladie, ces recherches aussi coûtent cher. Seulement, on ne peut pas être sur tous les fronts. Par contre, on peut faire le choix de travailler dans certains domaines et dans d'autres d'être vigilant de manière à ce que si l'opportunité permet de rendre accessibles ces recherches au niveau du Sénégal, d'avoir une équipe qui soit prête pour soit contribuer à cette recherche ou de manière très claire à le fabriquer afin qu'il soit accessible aux Sénégalais et à l'Afrique. Il y a ensuite, docteur Amadou Alpha Sall, cette polémique provoquée par un chercheur de l'INSERM, qui est l'Institut national de la santé et de la recherche médicale de France, dans une émission télé, a estimé qu'on devrait tester en Afrique le vaccin anti-tuberculose, le BCG, testé pour le Covid-19. Beaucoup d'internautes et d'associations ont montré leur colère. Vous êtes choqué par la posture de ce chercheur français?
Ce que je peux dire, c'est qu'il est important de comprendre qu'au jour d'aujourd'hui, au Sénégal, que ce soit dans le domaine de la recherche, sur les vaccins ou dans d'autres domaines, il y a un comité national d'éthique qui regarde au niveau du ministère de la Santé l'ensemble des projets de recherche. Et ça, c'est une barrière importante. Deuxièmement, les autorités de ce pays regardent de façon très claire l'intérêt des Sénégalais et toute la polémique autour d'utiliser les Africains comme des cobayes, etc., sont des théories qui existent mais qui aujourd'hui ne se feront pas. Troisièmement, nous avons aussi notre rôle en tant que chercheurs à contribuer à ça et nous protégeons justement nos pays, notre population contre des initiatives hasardeuses. Ce que je peux dire dans le cadre de ces propos qui ont été polémiques, et bien évidemment, on ne peut pas du tout souscrire au fait que les Africains soient des cobayes. Ça, c'est absolument pas question. Et nous, bien évidemment, dans le cadre de ce qu'on fait justement, c'est de développer une expertise locale qui permet de prendre en charge l'ensemble. Mais au-delà des émotions, des postures politiques, des autres postures militantes, scientifiquement, les vaccins, on les teste, les expériences, on les teste sur tous les continents. D'ailleurs, la RDC s'est dit favorable à accueillir cette expérimentation. Il faut savoir, sur le plan scientifique, faire un vaccin implique des étapes comme faire un médicament. Et de ce point de vue-là, il y a besoin d'évaluer des vaccins candidats. Et aujourd'hui, par exemple, pour vous donner l'exemple d'Ebola, les premiers vaccins, l'opportunité s'était posée de l'évaluer en Guinée. Et quand ça a été évalué en Guinée, le bénéfice a été tel que ça a permis de stopper l'épidémie. En RDC, ce vaccin a été à nouveau utilisé et a contribué à juguler l'épidémie. Et donc c'est pour ça qu'il ne faut pas avoir une approche complètement idéologique par rapport aux vaccins. Les vaccins, en termes de santé publique, c'est la meilleure action à faire en termes de coût-efficacité. Vous avez pu voir avec le programme... Il y a trop de suspicions autour. Est-ce que les vaccins qui rentrent au Sénégal, ils sont soumis à un contrôle strict, une vérification rigoureuse? Vous avez une autorité de régulation de tout ce qui est vaccins et médicaments au Sénégal, où il y a des experts dont le travail c'est de contrôler ça. Aucun médicament ne peut rentrer au Sénégal sans suivre un certain circuit dont le but est de vérifier qu'il ne présente pas de danger aux Sénégalais. Et puis le Sénégal, contre des fils et des filles à l'Institut Pasteur, dans les différentes instances, qui, comme je vous disais, ne vont pas permettre à ce que ce genre de choses se font, parce que c'est nos enfants, c'est nos mamans, c'est nos épouses. Et donc de ce point de vue-là, il faudrait vraiment rassurer les gens que s'il est important de faire des recherches pour comprendre les effets dans un contexte encadré par de l'éthique, par de l'expertise, cela ne va pas donner l'occasion à des dérapages et que les gens vont être très vigilants au niveau politique, au niveau scientifique et au niveau opérationnel. Parce que c'est notre pays et nous avons tous à cœur qu'il soit en bonne santé. Dernière question, actualité, le monde des médecins sénégalais secoué par une affaire cette semaine notamment avec un présumé faux médecin, le docteur entre guillemets Samba, qui aurait dit même avoir travaillé avec l'Institut Pasteur de Dakar. Est-ce qu'il a travaillé avec vous? Absolument pas. Et pour être très clair sur le sujet, l'Institut Pasteur ne connaît pas ce docteur Samba. La preuve, c'est que nous avons été... Dès que nous avons été l'institution qui a alerté la police et qui a déclenché l'enquête, dès qu'on a entendu qu'il y avait des résultats qui portaient le nom d'Institut Pasteur, c'était complètement faux, bien évidemment. Donc nous n'avons rien à voir avec ce docteur et nous avons porté plainte contre lui, ce qui a déclenché l'enquête et qui a déclenché aussi l'affaire que vous voyez aujourd'hui. Donc c'est une affaire qui est maintenant pendante entre les mains de la justice et des autorités et nous allons leur laisser faire le travail. Merci. Merci en tout cas, docteur Amadou Alpha-Sall, l'administrateur général de la Fondation Institut Pasteur, qui est à la pointe du dépistage du coronavirus au Sénégal, était notre invité devant le grand jury d'RFM. Merci d'être venu. Bonne fin de semaine à tous. Restez avec nous. Les programmes continuent sur nos antennes. Bon dimanche.